mécanismes derrière le succès des jeux vidéo. Ils sont décriés par les personnes qui disent véhiculer la bien-pensance et la bienséance. Pourtant, on retrouve les jeux vidéo sur toutes les plateformes numériques existantes. Les communautés de joueurs sont de plus en plus importantes, variées et nombreuses. Ce n'est plus réservé à une classe de geeks, entre guillemets. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Et maintenant, même dans les sphères d'apprentissage alternatives qui prônent les valeurs de réussite et de succès comme les capsules TEDx ou les formations en ligne, on valorise la gamification de l'apprentissage. Et si les jeux vidéo, si souvent diabolisés, nous enseignaient en réalité des clés précieuses pour mieux vivre? Si les jeux vidéo sont si universels, si puissants, si addictifs, c'est sans doute pour des raisons particulières, non? Plutôt que de se contenter de les pointer du doigt par loyauté ou politiquement correct, sans savoir réellement de quoi il s'agit, je te propose aujourd'hui d'aller voir de plus près ce qui les rend intéressants selon moi. Les jeux vidéo. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans le monde du jeu vidéo, un espace où les codes sont pensés pour répondre à certains de nos besoins humains fondamentaux, en particulier quand on rencontre des difficultés à les satisfaire dans la vie de tous les jours, notamment ceux de clarté, d'évasion, de progrès, de gratification, de connexion, de ressources, de confiance, pour ne citer que cela. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait pour rester informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Au-delà du fait que la génération qui a connu les premiers jeux vidéo a grandi, je suis moi-même issue de cette génération d'enfants qui ont grandi avec les premières consoles. La dictée magique, c'était mon premier jeu électronique reçu à Noël pour apprendre à épeler correctement les mots. La Game Gear, la Game Boy, la Super NES, le Tamagotchi, la DS, la Switch, PlayStation de 1 à 5, etc. En plus du smartphone, qui est également une console de jeu à part entière, personnellement, j'utilise la PlayStation 5 à la maison tous les jours. Depuis toutes ces années, on remarque un succès en constante progression de ces activités. Par exemple, mes jeux préférés sont Tetris et tous ses dérivés, Super Mario Bros 2, Crash Bandicoot, Final Fantasy ou encore Genshin Impact. Il arrive que je me contente de me poser à côté de mon compagnon qui joue pour en lire, écrire ou dessiner. Il y a quelque temps, en l'écoutant jouer, je me suis perdue dans mes pensées et une question a popé dans mon esprit. Et si ce qui plaisait dans les jeux vidéo, c'était justement ce qu'il manque parfois dans nos vies? Ma réflexion s'est portée sur les aspects du jeu vidéo qui proposent une expérience qu'il serait souhaitable de créer dans notre vie quotidienne pour progresser sur nos différents domaines de vie. Cette réflexion est issue de plus de 30 ans de pratique. Et oui, 30 ans déjà. Sur ce qui fait que les jeux vidéo fonctionnent et ce que ça peut transformer dans notre manière de vivre, d'apprendre, de progresser, de nous connecter à nous-mêmes et aux autres. Je ne vais pas parler ici des sujets sensibles concernant les thèmes des jeux qui peuvent être controversés, car je considère que si jamais tu m'écoutes, tu es une personne adulte et responsable, en mesure de décider et de choisir ce qui est adapté et acceptable dans ton foyer. D'accord ? Les jeux vidéo plaisent à beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, parce qu'on y retrouve beaucoup de critères qu'on recherche dans la vie en général et dont on a besoin pour se sentir au mieux, comme par exemple une clarté dans les objectifs, une liberté de rythme, une place à la progression joyeuse et un monde où l'erreur est permise sans jugement. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre le focus sur 10 critères des jeux vidéo qui me semblent vraiment importants et qu'on a parfois du mal à retrouver dans la vie actuelle. La première chose, c'est que l'interface des jeux vidéo est accueillante et agréable. Dans les jeux vidéo, le cadre est clair, visible et stable. On sait ce qu'on vient y faire, ce qu'on peut faire, où sont les limites et ce qu'on vise. Tout est choisi avec soin.
de la musique au graphisme, en passant par l'interface et les récompenses, on sait dès le début qu'on s'y met pour passer un moment intéressant et on est content rien qu'à l'idée de se connecter. Dans la vie, c'est flou, c'est parfois injuste, c'est souvent changeant. On se lève avec des difficultés, surtout si jamais la perspective de la journée est peu réjouissante. Alors que quand on est en vacances, dès le premier jour, avant même de partir, on n'a aucun souci à sortir du lit avec le sourire. Recréer cette clarté dans sa propre organisation de vie et prendre des rendez-vous plaisants, c'est souvent une option intéressante pour retrouver du pouvoir sur sa journée. Deuxièmement, le fait de se connecter à un jeu vidéo, ça nous téléporte dans un monde à part. Quand on se connecte, que ce soit sur PC, console ou sur le téléphone, on sait que c'est un moment privilégié pour nous-mêmes et on se crée une espèce de bulle mentale quand on joue. On a besoin parfois de s'extraire du train-train quotidien pour souffler un coup et pour prendre du recul pour ensuite être mieux disposé à reprendre le cours de notre vie plus sereinement. Alors que dans la vie, on a du mal en fait à s'octroyer des moments pour soi-même sans culpabilité, sans activité, parce que en général, on a tendance à remplir notre agenda d'obligations, tout simplement. Troisièmement, dans les jeux vidéo, on est dans une approche ludique d'une activité avec ou sans histoire de fond. C'est l'absence de joie qui rend la vie difficile, pas la présence des épreuves. Et les concepteurs de jeux vidéo ont bien compris que plus on y trouve du plaisir, plus on a envie de s'investir dans les activités proposées. Donc peu importe le niveau de difficulté, on progresse davantage que si jamais on avait l'impression de venir faire sa corvée du jour. Et dans la vie, en général, pareil, au bout d'un moment, on est tellement accablé par les obligations, par les il faut, par les je dois, que on a l'impression de stagner. Et puis quand il est question de développer de nouvelles compétences, de développer de nouvelles connaissances, un peu trop souvent, on associe ça à une difficulté, à quelque chose de rébarbatif, à quelque chose de fastidieux, alors que ça peut être aussi très ludique et très agréable. Quatrièmement, il y a des tutoriels qui nous aident à comprendre ce qui est attendu de nous et comment réaliser les actions nécessaires pour y parvenir. On est accompagné dans la prise en main. On sait dès le début où on va et dans quel cadre on évolue. Même si c'est un tout nouveau jeu ou une toute nouvelle console, on n'est pas lâché dans la nature pour justement trouver ce qu'il faut faire. Dans la vie, on fonctionne tellement avec des règles tacites et des injonctions contradictoires que parfois c'est compliqué de savoir exactement où on va et ce qui nous attend. Et on a très peu droit à l'erreur, donc ça entraîne de la peur, de l'anxiété et bien sûr de la procrastination, alors que ce sont des points qui seraient cruciaux pour notre évolution. Autre point justement, si on échoue, on est encouragé à réessayer. Combien de fois dans la vie réelle avons-nous abandonné un rêve, un projet ou un désir simplement parce qu'on a échoué une fois ou deux? Dans les jeux vidéo, c'est OK d'échouer. L'échec ne signifie pas que c'est la fin, bien au contraire. On recommence, on essaye autrement, on est incité à garder en tête notre objectif et à trouver le moyen de réussir, même si parfois ça prend du temps ou qu'on a besoin d'aide pour y arriver. Parce que l'échec est intégré dans le processus, il est attendu, parfois même il est valorisé, parce que on peut avoir même des succès d'avoir trop échoué. Et si on vivait nos projets comme un nouveau niveau à explorer et non comme un test à réussir du premier coup, sinon c'est foutu, je pense qu'on s'autoriserait à essayer davantage dans notre vie. Ça, c'est un point que j'adore dans les jeux vidéo, c'est qu'on peut choisir le niveau de difficulté entre facile, intermédiaire, difficile ou mode expert. Finir le jeu en mode facile, c'est quand même une victoire. Je sais qu'on a été biberonné au dicton du style « il faut travailler dur pour réussir » ou « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », mais on n'a pas tous ou toutes envie de galérer pour avancer. Et c'est OK de choisir de faire en fonction de notre envie, de nos capacités et de notre disponibilité du moment. Cela n'enlève rien à la saveur du résultat. En plus, dans la vie, on nous dit qu'on valorise la méritocratie, alors qu'il n'y a aucune médaille de celui ou celle qui a
le plus galéré dans la vie, ni de championnat du monde du forcing. Sinon, les personnes qui vivent des burn-out seraient primées et chaque semaine, dans le bonus du journal, il y aurait une section spéciale pour mettre à l'honneur des personnes qui ont le plus trimé. On ne paye pas un expert pour le voir prendre du temps et avoir des difficultés à régler notre problème. Donc, soyons un peu cohérents. La véritable expertise, celle qui est valorisée, c'est la capacité à atteindre le résultat visé en un minimum de temps et avec un minimum d'efforts, puisque sinon, on le ferait soi-même, non? Et puis, de nos jours, on prend de plus en plus conscience que quand c'est difficile, en fait, ça signifie qu'on est toujours en phase d'apprentissage, parce qu'on fournit de gros efforts pour atteindre le résultat, alors que quand on maîtrise le geste, eh bien, en fait, on apporte de la valeur rapidement, on trouve ça facile à réaliser parce qu'il n'y a pas d'effort fourni dessus. Donc, il est important de comprendre que oui, il y a des options pour le faire facilement et tu peux choisir le mode difficile si tu en as envie, mais les jours où tu n'as pas l'énergie, eh ben, tu peux aussi choisir le mode facile sans être obligé systématiquement de culpabiliser. D'autre part, les résultats obtenus et les compétences développées sont valorisés par des gratifications systématiques. Bonus, gain de monnaie du jeu, nouvel équipement, nouveaux items. Alors que dans la vie, notre présence est tellement banalisée que parfois on en oublie pourquoi est-ce qu'on est là. On a l'habitude de dire quand tout se passe bien, il n'y a rien à dire. Par contre, dès qu'il y a un problème, ah là on va t'entendre. Cela contribue à une certaine déconnexion du sens. Parce que pour équilibrer une connexion interpersonnelle, on a besoin de 7 compliments pour contrebalancer un reproche. Si on ne parle que pour dire ce qui ne va pas, cela crée un déficit affectif et ça détériore et la confiance en soi et la confiance en l'autre. Donc, c'est important aussi de prendre le temps de dire ce qui va bien. Dans les jeux vidéo, la balance est inversée. On a beaucoup plus de gratification, beaucoup plus de valorisation des différentes actions qui sont faites et donc du coup, ça entraîne une envie d'agir. Notre progression est systématiquement valorisée avec des récompenses, avec des compliments, etc., etc. Rien que le fait de se connecter au jeu est associé à une gratification, soit avec un content de te revoir ou ravi que tu sois là. Et on reçoit tantôt des compliments, tantôt des items bonus, de la monnaie du jeu, etc., en fonction des actions menées. Forcément, en fait, ça crée ce qu'on appelle du renforcement positif. Et donc, ça incite les joueurs à agir davantage dans cet espace parce qu'ils sont valorisés pour ce qu'ils font. Et pour ceux qui se disent oui, mais en fait dans la vie c'est pas comme ça, regardez vos relations. Si jamais vous avez quelqu'un qui passe son temps à vous dénigrer, si jamais vous avez un travail où vous n'êtes pas payé, au bout d'un certain temps, vous rompez la connexion. Vous changez de travail, vous changez de relation, etc., pour aller dans des relations et dans des environnements où vous allez être davantage valorisé. Et regardez la nature, ça fonctionne exactement de la même façon. Si jamais il y a un animal qui trouve une source bénéfique pour lui, que ce soit de nourriture, d'eau, etc., il va y revenir. Si jamais la source se tarit, il arrête d'y aller. C'est logique. Bref, dans les jeux vidéo, on est rapidement intégré dans une communauté vers laquelle on peut se tourner en cas de besoin et à laquelle on peut contribuer car l'entraide est fortement encouragée. On a un peu trop tendance à l'oublier, mais l'humain, c'est un animal social qui a besoin de connexion et d'interaction, qu'elle soit directe ou indirecte, pour continuer à évoluer. Dans la culture des jeux vidéo, on apprend à fonctionner avec les autres. Déjà avant Internet, il y avait des magazines de témoignages et de solutions, des rencontres prévues et organisées entre joueurs en présentiel pour parler de leur passion. Il y a les forums de discussion qui existaient bien avant les jeux en ligne, les chaînes YouTube. Bref, il y a tout un écosystème autour des jeux vidéo. On contribue à l'animation de cette communauté en partageant notre expérience de jeu, en collaborant sur certaines missions, et on peut même demander conseil ou être nous-mêmes une personne ressource dans cette communauté. Dans le jeu,
Il y a toujours au moins un personnage fictif avec qui on a un dialogue, ne serait-ce que pour nous expliquer ce qui est attendu, pour nous féliciter quand on réussit ou pour nous envoyer des notifications quand ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas connecté. D'ailleurs, après une période d'absence plus ou moins longue, et ce sur pas mal de jeux, en fait, on a un message à notre retour pour nous dire un truc du style: «Tu nous as manqué», ou «On est ravis de te revoir», ou «Pense à revenir nous voir», et cetera. On se sent pris en considération, on se sent entouré, utile et important, même à notre niveau, en fait. Et ça fait du bien parce que ça fait aussi partie des besoins fondamentaux de l'être humain. D'ailleurs, dans cette communauté, si on est bloqué, on peut demander de l'aide, comme je le disais tout à l'heure, sous forme de conseils, de collaboration ou d'emprunt d'items auprès des autres joueurs. On est rarement la première personne à avoir joué à un jeu, puisqu'en plus, avant même la sortie d'un jeu, il y a ce qu'on appelle les bêta-testeurs, donc toute une équipe de personnes qui vont tester le jeu pendant qu'il est en développement pour faire des retours à l'équipe, pour améliorer l'expérience de jeu. Donc ça signifie que quand on commence à jouer à un jeu, on sait qu'il y a des gens qui ont déjà traversé le même chemin. Ces gens-là, ils sont prêts à nous aider, ils sont prêts à partager leurs astuces, alors que dans la vraie vie, on a tendance à se dire: «Ah bah tiens, je vais emprunter un chemin, même s'il y a déjà quelqu'un qui est passé par là, je veux le faire tout seul, je veux pas demander d'aide, je veux pas en recevoir, je veux galérer», et cetera, et cetera. On a le droit, hein, d'y aller par soi-même, mais on peut aussi s'appuyer sur les autres et se soutenir les uns les autres. D'accord? Je sais, on nous a souvent rabâché qu'il fallait se débrouiller tout seul. D'ailleurs, on nous fait encore un peu trop la propagande des one self-made success à mon goût, comme si ceux qui ont réussi, s'étaient hissés au sommet tout seuls. Alors qu'en fait, quand on s'intéresse un peu plus à leur parcours, on constate qu'ils ont su s'entourer des personnes ressources. L'idée, en fait, c'est que dans un jeu vidéo, on se sent dans un espace de confiance où on sait qu'on sera soutenu et encouragé. Et c'est quelque chose qui est propice à l'évolution, à la persévérance et à l'engagement. Le dernier point que je trouve vraiment très intéressant avec les jeux vidéo, c'est qu'on peut aller voir les solutions des niveaux qui nous posent problème, car elles sont publiquement partagées par les autres membres. On peut s'appuyer sur la réussite des autres pour construire la nôtre. Ce sont des aspects que tu peux retrouver également dans la vraie vie, avec les partages d'expériences qu'il y a dans les livres de méthodologie, les autobiographies, les vidéos, les podcasts, le mentoring ou les accompagnements. J'en propose moi-même et je me fais également accompagner quand j'ai besoin de passer de nouveaux caps. Il y a déjà tellement de personnes qui ont fait des choses similaires à ce qu'on voudrait faire, que c'est dommage en fait de se priver de leur expérience sous prétexte qu'on veut y arriver par soi-même. De toute façon, même si on essaye, même si on prend des conseils, et cetera, la façon dont nous on va le faire, ce sera forcément une façon unique parce qu'on y aura mis notre personnalité, on y aura apporté notre propre touche, mais on aura peut-être un peu moins galéré que si jamais on était resté tout seul dans son coin, sans faire appel à la connaissance collective qui est présente partout sur le net en fait. Tout ça pour te dire que les jeux vidéo, ce n'est pas systématiquement fuir la réalité, c'est parfois s'en inspirer pour la rendre plus habitable. Et si tu fais partie de ceux qui ont l'habitude de pointer du doigt l'aspect addictif des jeux vidéo, je t'invite à te rappeler que quand il y a une addiction, c'est un symptôme, c'est un signal d'alarme pour t'informer que pour certains besoins, tu n'as actuellement qu'une seule source de satisfaction. Et c'est cette exclusivité de la source qui entraîne la dépendance et qui pose réellement problème. Le vrai pouvoir, c'est de ramener ces ingrédients dans notre quotidien pour diversifier les sources de satisfaction de nos besoins de connexion, de reconnaissance, de valorisation, et cetera, pour ne plus avoir une seule source de satisfaction de ces besoins et ainsi sortir de la dépendance et de la possibilité d'addiction. Alors concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça donne pour toi?
Ce que je te propose maintenant, c'est de voir comment est-ce que tu peux intégrer les aspects fun des jeux vidéo pour progresser dans tes différents domaines de vie. Et pour ça, je t'invite à écouter les 10 questions qui viennent et d'accueillir ce qui te vient spontanément comme réponse. N'hésite pas à mettre pause pour noter tes idées et à reprendre l'écoute juste après. Première question. Quelles sont les activités qui te plaisent tellement que rien que d'y penser ou de les évoquer, ça te fait du bien et tu souris? Deuxième question. Quels sont les créneaux de la semaine, même 5 minutes, que tu pourrais réserver pour passer un moment privilégié avec toi-même et faire une coupure avec le train-train quotidien? Quelles sont les activités auxquelles tu aimerais te consacrer durant cette bulle temporelle? Troisième question. Quels sont les aspects de ta vie actuelle que tu pourrais rendre plus ludiques pour y trouver davantage de plaisir et d'engagement? Je t'invite à penser à des moments de ta vie où une approche ludique aurait pu rendre une tâche plus agréable et plus efficace. Décris les options que tu as pour appliquer cette méthode à 3 tâches présentes dans ton planning de cette semaine. Quatrième question. Les jeux ont souvent des tutoriels. En fonction de tes objectifs actuels, comment pourrais-tu trouver un tutoriel pour mieux comprendre ce qui est attendu de toi et y parvenir? Cinquième question. Et si tu t'autorisais à réessayer quand tu vis un échec ou que tu rencontres un obstacle? En quoi ça impacterait ta stratégie actuelle pour accéder à ce que tu vises et finir par réussir? Sixième question. Dans les jeux, tu peux choisir le niveau de difficulté pour atteindre ton objectif. Quel serait le meilleur moyen pour atteindre ton objectif le plus facilement possible actuellement? Septième question. Les jeux vidéo récompensent les actions réalisées et les compétences développées. Quelles sont les compétences personnelles et professionnelles que tu as utilisées avec succès ou renforcées récemment dans ta vie? Comment pourrais-tu célébrer cette progression pour les valoriser davantage? Huitième question. Y a-t-il des communautés en ligne ou hors ligne liées à tes intérêts qui pourraient te soutenir dans la réalisation de tes objectifs personnels? Que peux-tu faire dès maintenant pour les rejoindre? Neuvième question. Quels sont les niveaux de ta vie où tu te sens actuellement bloqué? Et comment peux-tu trouver de l'aide ou des solutions auprès d'autres personnes? Dixième question. Comment peux-tu t'inspirer du succès des autres pour construire tes propres réussites dans différents aspects de ta vie? Petite question bonus. Quelles étapes pratiques pourrais-tu établir dès aujourd'hui pour intégrer ces aspects des jeux vidéo dans ta vie quotidienne? Quels sont les premiers petits pas que tu peux faire dès maintenant pour introduire plus de jeux et de progression consciente chaque jour? C'est bon? Tu as tout noté? Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi ou pour poser tes questions si tu en as. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!